à tous, on se retrouve aujourd'hui à Montpellier et plus précisément sur la commune de Lattes pour aller visiter ensemble avec Jean-Pierre Brice, spécialiste local des Tuskegee et surtout des crashs de Gordon, Joseph Evans Gordon et Richard Macon. Donc il va nous faire découvrir un petit peu les sites de crash, les endroits où il y avait les fortifications de flak qui ont abattu ces appareils et surtout l'objectif de cette mission de nos deux Tuskegee, c'est-à-dire une station radar qui s'appelait la station Moultir. Voilà. Donc voici un petit peu le programme du jour. On se laisse guider avec Monsieur Brice, notre guide du jour. C'est parti pour ce nouveau reportage des Tuskegee en Provence. Allez, c'est parti. Nous voici de retour pour ce troisième épisode des Tuskegee durant le débarquement de Provence. Il est 7h30, quelque part au-dessus de la Méditerranée, et notre flight se dirige vers leur objectif du jour, baigné par cette très belle lueur matinale. Nos 64 appareils ayant décollé de la base aérienne de Ramitelli en Italie, en direction aujourd'hui des côtes provençales, viennent tout juste de se séparer en 4 groupes de 16 Mustangs. Ceux-ci ont à charge d'attaquer les stations radars côtières pour sécuriser le futur débarquement à venir le 15 août. Dans cet épisode, nous allons découvrir le destin tragique de 2 hommes, Joseph Evans Gordon et Richard Douglas Macon. Ces 2 pilotes du 332e Fighter Group, unité entièrement ségrégée de pilotes tous d'origine afro-américaine, font partie du 99e Fighter Squadron qui ont pour objectif aujourd'hui l'attaque de la station radar sur la commune de Lattes, appelée la station Moultir. Ce nom d'animal, en allemand, est attribué à toutes les stations radars de la Luftwaffe. Le fonctionnement est très simple, il suffit de prendre la première lettre de la ville la plus proche et la plus importante en termes de taille et ensuite d'y attribuer un nom d'animal. Donc pour ici, la ville la plus proche sera Montpellier, M, ça donnera le nom de Moultir, la mule. Nos chasseurs vont devoir attaquer leur objectif uniquement avec leurs 4 mitrailleuses de bord, c'est ce que l'on appelle la technique du strafing. Ils vont pour cela se constituer en binôme d'assaut pour attaquer leur objectif par vague. À l'approche des côtes et afin d'être indétectables des radars qu'ils doivent attaquer aujourd'hui, ils vont finir leur approche en vue de leur cible en volant à 15 mètres d'altitude au ras de l'eau. Et forcément, cette attaque ne va pas se dérouler exactement comme prévu. C'est ce que nous allons découvrir pas à pas au fur et à mesure de ce reportage. Alors nous voici pour ce reportage sur justement Macon et Joseph Evans Gordon. Alors on va se laisser guider par Jean-Pierre Brice qui va un petit peu nous raconter comment se sont déroulés en fait les crashs, mais surtout comment il a eu les éléments. Alors l'intérêt de se trouver ici en centre-ville, sur ce site où il reste quelques rails de train que vous voyez ici à l'intérieur du rond-point. Je crois, si je ne m'abuse, Jean-Pierre, tu viens de m'expliquer que juste derrière moi il y avait la gare. Voilà, il y avait la gare contre les Platanes et là où je me trouve, on a remis les rails. Là, ça ce sont des rails ça alors du coup. Voilà. Ah d'accord. Et on est exactement à l'emplacement des rails de l'époque. Effectivement, on les voit, on les devine, hein, parce qu'en les voyant comme ça, on ne s'en rendait pas du tout compte que c'était des rails de train. Donc la voie de chemin de fer est Et la ici. voie de chemin de fer a existé entre Montpellier et Palavas, le petit train de Palavas, célèbre par Dubourg et ses dessins humoristiques, de 1872 à 1968. Et à 1968, à cause des bus en particulier et de la voiture, ça a été supprimé. Alors, c'est bien dommage. Ce que tu expliquais, l'intérêt d'être ici sur ce site d'une gare, eh bien en fait, c'est que nous sommes sur le site où il y avait un témoin direct. Voilà. Alors, et le nom de cette... Donc ici, j'ai rencontré la fille du garde-barrière de l'époque. La fille s'appelait Jeanne de Duré. C'est des gens qui sont décédés, ça? Et elle est décédée il y a 4 ans à peu près. Moi, je l'ai interviewée il y a 8 ans à peu près parce que je connais bien. C'est le seul à, si on peut en parler comme ça, à avoir gardé la mémoire de ce témoignage de l'époque et d'un témoin direct du crash. C'est le seul témoin qu'on ait trouvé. On a cherché à l'époque un peu quelques témoins du crash de Gordon, de Macon.
Pour Gordon, j'ai au moins 2 témoins. Mais pour Mâcon, j'ai que celui-là. D'accord. Mais elle est claire. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu, cette personne? Alors, elle était à côté de sa barrière, qui est juste au bout des rails, là. Parce que son père, qui était lui le garde-barrière, transportait des plis pour les Allemands à Montpellier, il n'était pas là. Donc elle descendait pour fermer la barrière parce qu'un train arrivait. Elle a entendu tous les mitraillages en l'air, là-bas. l'attaque. Et c'est tout près, hein, derrière le mas de Cos, c'est juste derrière. Et il faut bien se dire qu'à l'époque ici, il n'y avait rien, aucune maison, rien du tout. D'accord. La seule qui a existé, c'est celle-là. Ça, c'est quoi en fait comme je vous la montre? Et un mas de Forton qui existe depuis 1800 à peu près. Derrière, il y a l'église qui, elle, est du XIIe siècle. Et la gare est terminée. D'accord. En 1944, il n'y avait rien d'autre ici. Ah, je me doute bien, c'est agricole. Et oui, donc elle voyait le mas neuf où va tomber l'avion de Mâcon. Elle voyait là-haut les mas de Cos. Elle a vu le combat aérien donc. Donc elle a vu le combat aérien, elle a entendu au moins et tout. Et elle a suivi donc l'avion de... Elle n'a pas de souvenir du parachute par contre. D'accord. Bon, mais elle a vu l'avion de Mâcon en fait voilà, directement sur le percuté. Ah ouais, tombé sur le mas neuf. Mais bon, après ils sont allés voir parce que d'ici elle était peut-être pas sûre que c'était un mas neuf. Et après évidemment ils sont allés voir et puis ils ont bien vu que l'avion il était tombé sur le mas neuf. D'accord. On ira le voir là. Eh ben, écoutez, très belle découverte déjà pour ce premier site. Et ensuite on va se déplacer, on va aller du coup sur... qu'est-ce que tu nous proposes? Ouais, dans l'ordre, le blocos. Le blocos, voilà, qui était en fait le système défensif voilà, il y avait 4 allemand. blocos, donc on va en voir un parce qu'il est ouvert. Et puis après on monte sur la colline pour voir où était. Donc on ira voir le site où Mâcon est tombé, Oui, et on ira voir également le site de Gordon. Et on ira voir le site de Gordon et là pareil, là j'ai des témoins. D'accord. Bon voilà un petit peu ce qui nous a fait nous arrêter ici au centre-ville de Latte, car en fait, eh bien, comme Jean-Pierre nous l'a expliqué, c'était l'endroit où un témoin direct a vu le crash de Mâcon qui est tombé justement donc sur un petit bâtiment. Mais on va vous raconter ça juste après. Allez, c'est parti, on continue notre visite. La station radar de Latte était tenue par des militaires de la Luftwaffe, tout comme pour l'épisode précédent concernant la base radar de Cap Couronne. Cette station radar est couplée avec une autre composante de la Wehrmacht. Il s'agira ici une fois de plus de la Heer, qui était en fait l'armée de terre allemande qui tenait la position d'artillerie creusée à même la colline qui supporte la station radar positionnée sur son sommet. Ce sera également sur ce site le 338e régiment d'infanterie que l'on retrouve, et plus précisément à Latte, le 2e bataillon du 757e régiment de grenadiers dirigé par le major Müller, et c'est sur ce site d'artillerie que nous nous dirigeons immédiatement afin de continuer notre visite. Alors ici on est en train de se garer en fait, et dans une espèce... C'est ici que les Allemands avaient établi un système défensif. Alors, blocos. 4 blocos, ils étaient équipés avec des canons, je suppose. De 75. Canons de 75 ? Ouais. Il y avait de l'anti-aérien ou pas ? Oui, les Tobruk là. Et on a, ici, il y en a un qui sera remis en état. Il a été muré après la guerre pour qu'il n'y ait pas d'accident. Celui-là qui est le plus intéressant va être remis en état, servira à des expositions. Nous, évidemment, on veut qu'il y ait une exposition sur les Tuskegee. Mais pour l'instant, il est muré. Est-ce que ce système défensif défendait la station radar Moultir qui est juste derrière? Non, il était pour l'aéroport de Fréjorgue qui est juste à côté. D'accord. Et c'était un aéroport assez important pour les Allemands à l'époque. Et c'était... Ok. Donc ces blocos ne sont pas forcément liés à nos attaques de Tuskegee sur la région lattoise, mais en tout cas, ils font preuve de vestiges de l'occupation allemande, et c'est pour ça qu'on va aller les voir immédiatement, ce qui reste un petit peu en termes de système de défense du secteur, parce que même s'il ne reste plus rien, c'est ça un petit peu ce qui est gênant sur ce site, c'est qu'il reste très peu de vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Alors du coup, on se contente des quelques blocos qu'il subsiste
pour voir un petit peu que l'occupation était bien présente ici. Allez, c'est parti. On voit le blocos. Alors Jean-Pierre, voici donc un blocos Voilà, avec on va rentrer par là après. ici le canon de 75, donc tu dis, qui sortait à l'époque. C'est le canon de 75. Bon, bien entendu, tous ces sites sont bien entendu squattés, hein, et ils ont été Mais on va y rentrer. martyrisés par... Ouais, bon bref. Je m'étendrai pas sur le sujet des jeunes, des toxicos, je ne sais quoi. C'est un petit peu le malheur de tous les blocos en France. Regardez un petit peu. Voilà. Et on va Donc l'embase de dedans. 75 était ici. Oui, voilà, on voit les freins du 75. Juste derrière, il y avait les dépôts de munitions. Et puis le couloir qui servait de repos. Il y avait les lits, les tables à manger, le ravitaillement, les choses. Alors le canon, en fait, là, il défend. Il tirait comme ça. Donc l'accès vers Montpellier passait là-bas. À l'époque, d'ici et surtout de l'autre blocos, on pouvait tirer au-delà du Lez qui est... Le côté stratégique, c'est qu'ici, c'est un lieu de passage, c'est ça? C'est un lieu de passage entre la plage et Montpellier. Et à l'époque, en fait, je suppose que l'axe principal passe ici, et du coup, s'ils s'embêtent à construire ce genre de défense, Voilà, c'est que... c'est parce qu'il y a deux accès. C'est le principal pour atteindre Fréjorgue depuis l'ouest, c'est la route qui est là maintenant. D'accord. À l'époque, bon, c'était pas une route, mais c'était l'accès déjà principal, donc avec deux blocos. On fait le tour et on voit un petit peu ce On qu'il y va a rentrer à dedans. l'intérieur, vite fait. Bon, je vous garantis pas... Non, c'est... Hein, c'est pourri, c'est abîmé, mais bon, on va voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur quand même, malgré tout. Allez, go. Je vais essayer d'éclairer un peu. Montre-nous un petit peu ce blocos qui est devenu un squat. La lampe, bon, elle est naze. Tiens, je m'en doutais qu'elle était naze, mais elle est plus que naze. Mais bon, il y avait un truc pour les fils électriques, une embarquement, voilà. Ah, là, il y a les accès. Évacuation des gaz, hein. Avec, effectivement, Voilà, et là, un système de ventilation. Les gaz du canon arrivaient jusque là, étaient évacués. Ici, là, ça a mené au Tobruk. Ah, il y a un Tobruk de défense juste là? Il y en avait un, il n'y a plus rien là maintenant. D'accord. Alors que sur notre blocos, le Tobruk existe encore, il a été ouvert. Donc ici, on avait des munitions de chaque côté. Ah, ça, ce sont les niches à munitions, ça. Voilà, les deux côtés, là, c'est les niches à munitions. Ça, c'est profond ou pas, non? C'est Non, juste... non, mais enfin, ça permettait quand même, t'as vu, de mettre pas mal de munitions. Ouais, tu mets une cinquantaine d'obus, un truc comme ça. Ouais, c'est... Ok. Pareil, C'est malheureux quand même, hein, que... Bon, on va pas faire des redites, mais... voilà, le truc d'évacuation, le gaz Ouais. du canon, donc le tube du canon venait ici, hein, c'est... En fait, ces bouches d'aération, là, tu dis que quand le canon tire et qu'il y a des explosions... Voilà, ils aspiraient l'air vers l'extérieur. Ouais, j'y ai pas pensé, je pensais effectivement, ouais. Et oui, parce qu'au bout d'un moment, ils auraient pu asphyxier ici, hein. D'accord, d'accord. Donc voici la partie... Hop. Ouais, Vous alors, sortez. évidemment, à l'époque, il n'y avait pas cette végétation, il n'y avait pas de maison, donc on voyait beaucoup plus loin. Et ils ont quand même un beau point de vue, là, hein. Ah ouais, et l'autre est plus haut, donc le point de vue de l'autre est beaucoup mieux, mais on ne peut pas rentrer dans l'autre. Bon, bah voilà. Bon, c'est sûr que... Ah mais ils m'ont laissé ça, j'avais mis ça pour les élèves la dernière fois, ils m'ont laissé. Ça a le mérite quand même d'exister. Oui, c'est ça, c'est... Voilà, là, il y a des anneaux au plafond, c'est pour... les munitions. Donc il y avait un système de... je sais pas s'il y a un autre anneau là. Donc ils accrochaient les obus. L'obus était transporté par un système de... Enfin, Oui, de palan Ouais. ou de Ouais. pour passer les obus. Ok. Bon, bah écoutez, intéressant. Voici un petit peu pour ce côté vestige et système défensif allemand. Et puis on va se déplacer. Qu'est-ce que tu me proposes comme site suivant? Le prochain c'est la Stèle, si tu veux. La Stèle, on va aller... donc en fait, on suit en fait tout un périple qui est
rationnel en fait en termes de déplacement. Voilà. Et là, on va donc passer devant la stèle mémoriale où Monsieur Jean-Pierre Brice, avec une délégation. On a fait une belle cérémonie. 2011 2011, ouais. 2011, avec Nicolas Courtine, eh bien, il y a eu l'occasion de faire une très belle cérémonie. Avec Jefferson. Et Jefferson, effectivement. Je vous mets immédiatement la photo dans le film, vous allez voir. Jefferson était encore vivant et s'était déplacé en France. Il avait eu l'occasion de venir se recueillir sur le site de crash de ses 2 collègues de l'attaque du 12 août 44. Alexander Jefferson, que l'on découvrira plus en détail dans l'épisode consacré à l'attaque de la station radar de Carqueiranne, avait fait le déplacement, comme je vous l'ai dit, en France en 2011 pour venir assister à des commémorations concernant les attaques et se recueillir également sur les monuments aux morts érigés en l'honneur de ces frères d'armes qui ont perdu la vie lors de ces missions. Ces stèles sont souvent créées sous l'impulsion de passionnés d'histoire dont nous avons l'honneur de faire partie, mais également de façon à pouvoir entretenir le devoir de mémoire afin de ne pas oublier les sacrifices endurés par ces hommes venus de si loin pour nous libérer. Pour ce qui nous concerne, avec Nicolas Courtine, nous sommes convaincus qu'en complément de ces stèles de béton, ce type de reportage et ce nouveau moyen plus ludique de communication au travers des réseaux sociaux est un moyen plus adapté de transmettre cette histoire et de ne pas oublier notre histoire commune. Allez, dirigeons-nous immédiatement vers le cimetière de Latte pour découvrir et surtout se recueillir sur cette fameuse stèle. Bourdon n'a pas été enterré dans ce cimetière, il a été enterré dans l'ancien cimetière qui était au centre-ville. D'accord. Donc là, actuellement, eh bien, comme vous venez de le voir, je viens de filmer la plaque d'entrée du cimetière de Latte. Et l'intérêt de venir ici, eh bien, c'est comme nous l'expliquait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est l'occasion de se recueillir. Et ici, c'est le seul endroit où il y a eu une plaque de confectionnée. Alors, pour ici, la seule victime officielle, eh bien, c'est Gordon qui est décédé. Hein. Macon en réchappe, bien entendu. Mais au moins, c'est la seule plaque dans la région méditerranéenne destinée aux Tuskegee. Donc, vous l'avez inauguré en 2011, tu irais utiliser ça ? Septembre 2011. Oui. En présence de Jefferson. Donc, Jefferson, le consul de Marseille, Charles, et puis 2 pilotes de Vietnam. D'accord. Voilà. Voilà nos 2 pilotes. On n'a pas... Le symbole du 99e Fighter Squadron. Ils appartiennent à la 15e Air Force et ils font partie du 332e Fighter Group. Voilà, le groupe et le squadron dans l'entité de la 15e Air Force. 15e Air Force qui est principalement déployée pour le théâtre méditerranéen. C'est la 8e Air Force qui s'occupera de la partie Manche Atlantique. Voilà. En tout cas, cette plaque a le mérite d'exister. Et avec Nico, on se bat pour essayer de faire le même type de plaque pour malheureusement la disparition en mer du reportage précédent sur Langdon Elmer Johnson, puisque ni son avion, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu le reportage, regardez-le, ni son avion a été retrouvé, ni son corps. Sa famille est toujours en deuil aux États-Unis et n'a toujours pas récupéré voilà, au moins une info ou quoi que ce soit au-delà du corps, parce que le corps il n'existe plus, mais ils n'ont jamais eu véritablement de certitude d'où il était tombé, et ça c'est malheureux. Et nous on se bat depuis des années pour essayer de faire une plaque face à la mer, un petit peu de ce type là, qui serait là pour la mémoire de ces Américains, de cette superbe unité d'Afro-Américains, la seule des États-Unis de la Seconde Guerre mondiale ayant combattu eh bien, en France et chez nous sur la partie méditerranéenne. Allez Jean-Pierre, maintenant tu nous diriges vers où? Sur le site des radars. Le site des radars, voilà. On va sur la station radar Moultir. C'est parti. Donc apparemment ce serait plus qu'un champ de vigne, parce que comme je vous l'ai dit, hein, tout a été nettoyé, il ne reste plus rien. Allez, go! Nos binômes en approche sur leur objectif
vole en direction de la station radar qui n'est pour une fois pas située directement sur le littoral comme les autres stations, mais celle-ci se trouve sur un petit plateau en hauteur, le seul sommet d'une colline de ce secteur. Nos appareils remontent en suivant le relief et à la dernière minute, ils prennent suffisamment d'altitude pour attaquer en piqué les radars qu'ils viennent de cibler dans leurs organes de visée. Le premier binôme d'assaut est constitué du second lieutenant Joseph Evans Gordon, suivi juste quelques mètres derrière lui du second lieutenant Richard Douglas Macon. Et derrière eux se prépare déjà la seconde passe de tir avec un autre binôme qui s'apprête également à attaquer les radars. Témoin directement d'une scène tragique qui se passe devant lui, le first lieutenant Shelby Westbrook nous raconte son histoire. La station radar Moultir était très fortement défendue avec 6 canons anti-aériens de 20 mm modèle Flak 38. Ceux-ci ont repéré et surtout correctement ciblé les 2 avions de tête de Gordon et de Macon et à partir de cet instant, 2 théories s'affrontent, bien que cela ne changera absolument pas la finalité tragique de cette histoire. Les obus de 20 mm vont tribler les 2 premiers avions de tête de cet assaut, créant inévitablement leur perte. Néanmoins, il serait mentionné dans un relevé de gendarmerie détenu au service historique de la défense à Vincennes que l'un des 2 appareils touchés par la flaque aurait malencontreusement percuté le second, ce qui provoquera, quoi qu'il en soit, la même fin tragique. Mais ce document ne nous ayant toujours pas été communiqué par les autorités compétentes, nous continuerons donc à utiliser le conditionnel sur cette théorie. Allez, là on est en train de se garer. Eh bien, écoutez, on est actuellement sur une station radar. La station, je vous l'ai répété tout à l'heure, Moultir. Et c'est impressionnant de voir qu'il ne reste absolument rien de rien. On a 2 Würzburg, 2 Freya. Comment une station radar défendue avec une flaque, souvent une flaque 38 équipée de canons de 20 mm. On a bien entendu automatiquement un blocos d'analyse des données en fait récupérées par les radars. On a souvent des Tobruk défensifs, on a des tranchées défensives. Comment tout ce système défensif a pu disparaître? Il ne reste rien du tout. Donc après-guerre, les cultivateurs qui ont repris possession du terrain, eh bien, ils ont dû déjà s'embêter à faire disparaître ça. Et là, on n'a plus du tout aucune conscience qu'il y avait une station radar ici. C'est impressionnant. Allez, on va visiter un petit peu cela. Voilà ce qu'il reste. Un vignoble énorme. Alors... là, t'as pas eu de témoignage de personnes qui se rappelaient comment c'était positionné, ni quoi que ce soit? Rien. On reporte les lieux exactement, on est là. Donc là, il y a un Freya. Donc là, c'est ce qu'on voit devant nous. C'est le MAS. C'est le MAS. Alors dans ce MAS, tu disais qu'il y avait les Allemands qui avaient lieu domicile. Durant l'occupation, pour le logement, les Allemands allaient au plus simple en réquisitionnant les habitations à proximité immédiate de leur base pour y loger leur personnel. Parce qu'il faut quand même héberger les servants des canons de 75 de l'abus de tout à l'heure, cette station radar qui mobilise aussi pas mal de monde. Donc oui, ici dans les logements, voilà, qui sont juste dans les fermes. Juste à gauche, là, on voit encore le soubassement où étaient des casernements provisoires. Mais donc il y avait beaucoup de troupes qui vivaient là-bas. Ici, enterrés, il y a des chiffres qui donnent 150 hommes en permanence qui étaient là. Ça m'étonne pas. Pour les radars, les calculs, enfin tout une vie courante. Le MAS qui est derrière le MAS de courant, c'était surtout là où il y avait l'état-major. D'accord. Et pour ce qui concerne les personnels qui s'occupaient de cette station radar, elle était en fait contrôlée par la Luftwaffe et c'était la 2e compagnie du 51e Luftlandskrichten Regiment qui s'occupait d'entretenir et surtout de faire fonctionner celle-ci. Je vois là-bas, il y a une tour de contrôle, il reste un aéroport ou pas? C'est l'aéroport de Fréjorgue. D'accord. Il était vachement bien placé là. Donc on pouvait pas...
ceux qui se sont installés là, ils ont réfléchi avant de s'installer. On ne pouvait pas être mieux installé. Hein. Allez, je vous place les photos d'époque dans le reportage, comme ça vous pouvez un petit peu vous inspirer de l'endroit où l'on se trouve actuellement et avoir un petit peu une imagination de comment c'était. Parce que là, à part vous montrer des vignes, je ne sais pas quoi vous montrer. En tout cas, on voit bien là-bas la mer. Ah oui, la mer, une belle vue sur la mer. Derrière le château d'eau. C'est quelle ville là-bas? Palavas. Palavas et Carnon, là. Et la grande montée derrière. Donc c'est le bord de mer, là on est vraiment en bord de mer. Donc il y avait un Freya qui était là, un autre qui était juste à côté, et les deux Vurburs étaient un là-bas, un ici. Donc on est en plein au milieu des 4 radars de défense. Hein, voici notre position. voilà, on est là. Ça c'est notre position. Là, au milieu de tout ça. Au milieu des radars, là on en a 2 derrière, 2 devant. Alors, malgré souvent une flaque légère avec de la flaque 38 qui protège tous les centres de détection radar, il y a malgré tout ici sur cette zone une flaque plus lourde de 88. Et je vais vous le montrer. De toute façon, j'ai d'autres documents, mais là tu vas nous montrer un petit peu. Voilà, par rapport à l'immeuble où il y a 2 raies jaunes. Voilà, l'immeuble. Juste avant la haie, dans la vigne, là, avant la haie. Dans le champ de vigne, voilà. Juste devant. Et la haie, c'est ça. L'immeuble est là, à peu près. Et voilà, la flaque était là. On le sait parce qu'on a les photos des Américains, hein, des photos aériennes de l'époque. Hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein, on part de ces photos. C'est qu'ils arrivent de l'axe de la mer. Voilà, ils arrivent quasiment du château d'eau. Ils ont toujours la même technique. Ils volent à 15 mètres au ras des vagues. Voilà. Ils sont sous la couverture radar. Ouais. En plus, nous ici, on est sur un point haut qui domine un petit peu, donc ils sont indétectables. Et à la dernière minute, et comme vous le voyez sur les illustrations en images de synthèse, ils prennent de l'altitude, ils montent, ils descendent en chandelle en strafant, les 4 mitrailleuses de calibre 50, plein régime, ils envoient tout ce qu'ils peuvent sur les radars. Là, la flaque illumine carrément le ciel, et du coup, Gordon est dans l'axe. Vraiment, ça fait 6h midi et bing, regardez, il va tomber 1300 mètres d'ici. Là-bas, au niveau du château d'eau. Donc on est vraiment sur un axe tout droit. Il s'est fait vraiment pulvériser. Il a subi peut-être des... Oui, ça aurait dû être le poids mort qui est allé tomber. Je pense que même il devait peut-être être déjà mort à l'intérieur du cockpit quand il s'est fait touché par la flaque. Et du coup, lui, il tape en frontal le site. Regardez, on a encore un avion qui nous passe au-dessus de la tête, vous voyez. Et ils volent vraiment bas, hein, parce que comme ils sont pas loin de se poser, j'évaluerais qu'ils ne sont même pas à 70 mètres de haut. Donc, ils attaquent. Et si la flaque lourde est juste là, forcément, le lieu d'impact dans le ciel où Macon et Gordon prennent des tirs au but, eh bien, c'est à peu près ici. Et ensuite, eh bien, ils partent fumant. Et toi, tu as le site du crash, on va s'y rendre après. Ouais, ici, mitrailleuse. D'accord. Et 6 canons. 6 canons de 20 mm flaque. Quand ils arrivent, là, ça fait quand même... Ah oui, ça fait des dégâts. Macon décrit très bien cette gerbe de feu qu'il a en face de lui. Hein. C'est impressionnant, plus que la flaque peut-être là-bas. Ah ben c'est sûr que 6 canons de 20 flaques qui tirent en même temps, plus les canons de 88. Plus les autres là-bas, s'ils ont le temps. Bon. Ouais, ils se sont fait descendre comme des pigeons. Il n'a pas eu du tout d'alternative. Alors que Macon, lui, arrive quand même un peu obliqué. Donc le coup au but a été un petit peu moins fatal que Gordon. Oui, sûrement. Et du coup, il a pu un petit peu faire une déclive, comme essayer de repartir direction la mer pour rentrer au pays. Mais de toute façon, dans les témoignages que l'on possède, c'est à ce moment-là, je suppose, à mi-distance que Macon perd connaissance. Et du coup, comment ils sortent de son avion. Quoi. Ah, oh, regardez ça. Ah, il y a du trafic ici. Hein. Bon, à l'époque, je ne sais pas ce qu'il y avait comme trafic, mais c'était important. Il y a du trafic aérien et cet avion suit l'axe également qu'ont dû emprunter 80 ans auparavant les Tuskegee. Vous voyez. Et je peux vous dire que là, s'il y en avait
bah effectivement, ça fait de suite mouche. Hein. On se déplace Oui, ben on va aller Joseph Evans Gordon fut le premier à être abattu ce jour, car il était le premier sur cet assaut et les Allemands l'attendaient de pied ferme. Il fut très probablement tué sur le coup et n'a pas du tout eu le temps d'infléchir sur sa trajectoire afin de tenter d'éviter les tirs de flak en direction de son appareil. Son avion va ainsi finir sa course à près de 600 km/h en percutant le mas de Kos à tout juste 1 km de cela sur une trajectoire parfaitement rectiligne. Ce mas était en fait une ferme agricole, un vignoble, et nous nous y rendons immédiatement afin de voir ce qu'il en reste. Allez, on continue notre balade et là, on est sur un site ô combien symbolique et fort en émotion. On se trouve sur le domaine de Sorièche. Sorièche. Et c'est ici qu'a fini et qui est mort notre pilote, Joseph Evans Gordon. Malheureusement, avec tous les efforts qu'on a pu déployer avec Nicolas Courtine, au jour où je vous parle, je n'ai toujours pas eu l'occasion de trouver avec Nico. Nous n'avons toujours pas, je devrais dire, réussi à trouver de photos de ce pilote, malheureusement. Et ça nous gêne beaucoup parce qu'on a des illustrations photographiques de tout le monde et il n'y a que lui qui nous résiste. Et c'est ici que Joseph Evans Gordon, bien après l'attaque de la station radar juste derrière, parce qu'on est à peu près à combien, Jean-Pierre? 1300 mètres, je crois. Voilà, même pas un petit kilomètre. Et bien c'est ici que finit en fait son Mustang. Donc on suppose avec Jean-Pierre qu'il a été abattu quasiment mort instantané aux commandes de son Mustang. Et il finit en fait dans les écrits. Et là, c'est là que l'intérêt de Jean-Pierre est d'avoir eu surtout cette chance de pouvoir discuter avec quelques témoins encore de la scène, parce qu'on avait du mal entre les écrits, les comprendre et en fait la réalité du terrain. Nous on sait, dans les écrits, je me répète, excusez-moi, l'avion tombe. Raisin qui traîne, bon, on ne savait pas trop. Et c'est là du coup que toi tu as réussi à creuser et à avoir l'info. Là, on a eu 2 témoins. Le premier témoin habitait à 500 mètres d'ici à peu près, Bois-Rargue, juste derrière le magasin Carrefour maintenant, mais à l'époque il y avait très peu de maisons, et Soulier, il s'appelle Soulier, donc lui a vu l'avion tomber, et quelques jours après, quand les Allemands ont dégagé le corps, ils venaient voir les restes de l'avion, et l'autre témoin c'est le fils du régisseur, Dominique Moreno, qui, lui, le premier, m'a dit « Mais la fosse, voilà ce que c'est. C'est là où coulait le raisin qui était pressé, parce qu'ici, c'était des caves. Il y avait une rampe à l'extérieur par où montaient les charrettes, déversaient le raisin, ils pressaient le raisin, et le jus coulait dans les fosses. Et après, le jus était mis en barrique et tout. Et donc, Gordon a fini dans cette fosse. Et ça, on le sait, parce que l'état civil de Latte précise bien que l'avion a été abattu à 10h45 et que les Allemands trouvent le corps dans la fosse avec une plaque où il y a marqué Gordon. Oui, ça Dog Tags. Voilà. Effectivement. Donc en fait, certitude que c'est ici. Ce que l'on sait être la fosse, eh bien en fait, c'est ni plus ni moins qu'une fosse à raisin. À raisin. Voilà. Et regardez, je suppose que ces beaux outils là, ces beaux pressoirs qui existent encore, parce que finalement le site n'a quasiment pas beaucoup évolué. Hein. Les murs n'ont pas bougé. Les murs n'ont pas bougé, donc on est dans cette espèce d'enceinte, espèce de ferme agricole. Avec, vous voyez, regardez ce type de pressoir énorme. Et ça, c'est d'époque. Hein. Je peux vous le dire que ce pressoir-là, il était là quand Joseph Evans Gordon est venu s'écraser et mourir sur ce site. Alors, dans une fosse peut-être positionnée plus par là, bien que... Oui, tiens, si on prend le plan, la cave est là, et la maison des maîtres était là, et les caves étaient là. Donc en fait, voilà, ça n'a pas vraiment beaucoup changé. C'était un domaine viticole, et bien c'est resté plus ou moins un domaine viticole. Il reste ces artefacts. Donc voici le lieu où est décédé Joseph Evans Gordon, totalement oublié de l'histoire, jusqu'à sa photo, parce qu'on a pu faire des recherches aux États-Unis, on a embêté du monde, on a même fait des recherches à Ramitelli dans les archives. Eh bien, on ne trouve toujours pas de photo de ce pilote. C'est extraordinaire.
Bonjour. On fait un peu d'histoire. Ben oui. En 44, là, les fameux Afro-Américains. Et personne ne fait l'histoire. Alors là, regardez, on était en train de discuter justement sur le crash de Gordon et madame, ici présente, regardez. Bonjour. Voilà. Alors, dites-moi, comment vous appelez? Sophie Nicolas. Sophie Nicolas. Eh bien, Sophie Nicolas, en fait, elle habite ici, dans ce mas. Bien, votre maison, c'est laquelle exactement? C'est celle qui se trouve derrière, justement, sur la charpente métallique. Là, on est en charpente bois sur ce côté. Et derrière, on est en charpente métallique. Et finalement, une question toute bête qui vous étiez posée, c'est comment ça se fait que la charpente d'un côté est ancienne en bois et de l'autre côté elle est métallique et refaite? Et bien du coup, vous avez la réponse? On savait qu'il y avait un avion qui était tombé, mais quel avion, qui Voilà. Et bien c'est ce qu'on essaye nous de faire revivre et de ramener un petit peu, d'exhumer un petit peu ces souvenirs. Donc maintenant, voilà, vous savez exactement quel était le pilote, comment il était venu jusqu'ici et quels étaient ses objectifs et comment, dans votre maison, vous avez physiquement des changements structurels qui sont liés directement en fait à ce trait d'histoire et à cette unité afro-américaine qui est venue combattre sur nos terres. Donc c'était sympa ce petit moment, voilà, cette petite anecdote. Donc vous voyez, ne serait-ce que sur un morceau de toiture. Donc la charpente bois, charpente métallique. Et là, c'est les anciennes cuves à vin. Voilà. Ah, c'est ici là Et alors. la fosse, alors elle était là, quoi, la fosse. Vous avez des cuves à vin là qui sont tout le long. Voilà, et ils mettaient dans la fosse, et si j'ai bien compris, après de la fosse, ils mettaient dans les cuves à vin ou les C'est ça, barils. ouais. Donc, la fosse, Voilà, était c'est formidable. devant, On est exactement. Tout à l'heure, on parlait des fosses à vin, les fameuses cuves. Eh bien, en fait, c'est ici. Vous voyez, maintenant, c'est un magasin qui a élu domicile sur ce site de crash. Donc, c'est ici que Gordon a traversé le toit de la maison avec l'histoire de la charpente. Et donc, c'était ici à peu près que se trouvaient dans cette grande maison, en fait, les différentes cuves. Là, vous aviez les cuves à vin, donc il y avait juste une petite ouverture avec une trappe en métal. Là. Ouais. Il y a les trappes au-dessus pour Pour mettre le vin. voilà. Donc, D'accord. mais là, on est sous terre presque. Et oui. Parce que là, vous montez après au-dessus. Et là, oui, sur ça la montait au-dessus. Là. Et oui. Ah oui, ouais, là, on est vraiment dans une cuve, en fait. C'est ça. Au niveau configuration, Ouais. eh bien, ouais, Et vous en avez 4 là sur le magasin. Ouais. des cuves de plusieurs centaines d'hectolitres, effectivement. Ouais, on est sur le lieu du crash. Ouais. Ah bah C'est oui, impressionnant, hein. Du coup, là, on est vraiment prêt. Voilà, vous n'avez pas de fantômes chez vous le soir? Non. Voilà. Et ça correspond à ce que je disais, les chais, le raisin arrivé sur une rampe qui a été détruite, je sais pas quand. Voilà, écoutez, Le très belle raisin anecdote. a été pressé et coulé dans la On va fosse. continuer notre parcours Mais non. et puis aller sur le site du crash de Mâcon. Donc là, on a quitté le site du crash de Gordon. Ouais. Regardez, on passe devant. Voilà. Ça, c'est la vue depuis la route. Et voilà, on voit la rampe qui montait pour emmener le raisin. Hein. Mhm. Là, regardez, eh bien, on passe devant les fameux blocos de tout à l'heure Ouais. et on termine ce petit périple en allant sur le site du crash de Mâcon. Alors, celui-ci a un petit côté, une anecdote particulière, c'est que au cours de l'attaque, il est touché, il va perdre connaissance à bord de son appareil et au cours d'une manœuvre un peu désespérée qui va carrément l'éjecter de son appareil, eh bien il va tomber, se briser le cou, il va avoir beaucoup de blessures, mais il est dit que son appareil en fait va tomber sur un casernement ou du moins une petite ferme qui abritait des Allemands. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Jean-Pierre? Mais c'était un dépôt de matériel et sûrement de munitions légères jusqu'à 12,7 quoi. Hein. Donc il devait y avoir quelques personnes et il est dit qu'il y a eu pas mal de morts et c'est bien possible parce que des gens parlent même d'une explosion. Alors il y aurait eu, en plus de l'avion qui doit brûler, il y aurait peut-être eu une petite explosion. Bien, même s'il n'est pas mort, Mâcon, au cours de cette attaque, quand il perd son appareil et qu'il se crache, eh bien son avion
ira tuer quelques Allemands. Alors on n'a jamais eu le décompte exact de combien d'Allemands, ni quoi, ni qu'est-ce. En tout cas, c'était le petit côté de l'anecdote sympathique, c'est que il est abattu et malgré tout, son avion continue le combat en essayant de créer des dommages et des dégâts chez l'adversaire. Pour ce qui concerne les derniers instants de Macon, avant son crash, les témoignages sont dès lors assez confus. D'une part, par le protagoniste lui-même, qui ne se souvient absolument de rien et déclare avoir perdu connaissance à bord de son appareil. Et en ce qui concerne le seul témoin direct de cette scène, il s'agit de Shelby Westbrook, beaucoup trop occupé à mitrailler son objectif. D'ailleurs, il n'assistera qu'à la fin de cette scène tragique où le Mustang de Macon avait déjà percuté une ferme des alentours. Macon décrira franchir un véritable mur de projectiles en tout genre dans lequel il verra Joseph Evans Gordon être abattu instantanément. Et à ce moment, il va constater qu'un fragment vient de traverser sa verrière et son appareil va devenir incontrôlable. D'ailleurs, celui-ci va se retrouver sur le dos et Macon essaiera désespérément de le redresser, en vain, car également un projectile a dû couper les commandes hydrauliques, ce qui rendra l'appareil totalement impossible à manœuvrer. Il ne lui restera plus que l'option d'essayer de se détacher, mais malheureusement, avec l'afflux sanguin dû au jet négatif subi par la manœuvre de son appareil, celui-ci va perdre connaissance et ensuite, c'est le véritable trou noir. Il ne reviendra à lui qu'environ 45 minutes plus tard après ce crash terrible. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit devant lui 3 Allemands en armes qui braquaient les canons de leurs fusils en sa direction. Il constata qu'il était transi de douleur et totalement paralysé. Il comprit rapidement qu'il venait de se rompre le cou et l'épaule lors de cet atterrissage forcé. Et nous voici arrivés sur le dernier site, un petit peu pèlerinage en fait, de cette attaque sur la région montpelliéraine et Latte, plus particulièrement. Nous voici donc ici sur le site du crash de Macon. Son avion est donc tombé quelque part par là. Et en fait, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, qu'en tombant, il aurait tué quelques Allemands parce que dans les baraquements qui étaient ici, qui étaient peut-être des bureaux ou des stockages de munitions, la chute de son appareil a fauché quelques Allemands. Mais on n'est pas du tout sur un site comme tout à l'heure de vigneron ou agricole. Donc là, on est plus maraîcher et on peut s'avancer un petit peu en disant que comme les Allemands avaient tendance à aller directement habiter, enfin du moins s'inviter chez l'habitant en réquisitionnant les logements, ça devait être un lieu de vie, de baraquement. Alors souvent également, comme ils savaient qu'un débarquement allait être fait dans quelques temps, ils cachaient les munitions aussi, ça on l'a vu dans d'autres sites, directement chez l'habitant, dans les caves. Comme ça, en cas d'attaque, ça permettait de dissimuler un petit peu. Voilà, donc on est sur le site du crash de Macon, qui lui en a réchappé. Alors, il serait tombé environ vers là. Ouais, par là. Voilà. Et c'est pareil, il ne subsiste actuellement plus rien du tout. Donc voilà, ce devoir de mémoire qu'on essaye avec quelques passionnés de s'astreindre parce que les choses évoluent très très vite et puis on peut voir que cette petite ville de Latte, et même si c'est pas une grande mégalopole, on n'est pas sur Paris, c'est malgré tout très fortement urbanisé et du coup tout ça disparaît très rapidement. Il n'y a plus de vestiges, donc on l'a vu de la station radar, il n'y a plus de vestiges des lieux d'impact. Alors à part garder la mémoire, d'essayer de le maintenir au travers ce petit format sur YouTube de reportage, et puis avec l'initiative de quelques élus comme M. Brice, de mettre quelques plaques qui sont là un petit peu pour
pour rappeler que c'est ici qu'il s'est passé ces éléments historiques. Mais comme je dis toujours, ces plaques, elles ne valent pas grand-chose. On les oublie très rapidement si derrière, on n'essaye pas un petit peu d'entretenir la mémoire. En tout cas, Jean-Pierre, je te remercie énormément de m'avoir fait découvrir ce périple, de m'avoir fait découvrir les sites d'impact de nos Tuskegee, ce système défensif, et puis ce petit mémorial que tu es le seul dans la région d'avoir eu l'occasion. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, au contraire. Et puis voilà, on essaye de faire, Continue. Survivre la mémoire de ces pilotes. Merci beaucoup et j'espère que ce petit reportage vous aura plu et vous en a fait apprendre un peu plus et nous aura également permis de ne pas oublier ces hommes qui sont venus ici payer chèrement de leur vie ce tribut pour notre libération. Allez, à bientôt pour la suite d'autres documentaires et reportages sur le sujet des Tuskegee en Provence. Bye! Pour clore ensemble ce documentaire, voici quelques nouvelles de ce que sont devenus après-guerre les principaux protagonistes de cette attaque. Pour ce qui concerne la seule victime lors de ces crashs, Joseph Evans Gordon, celui-ci fut inhumé dans un premier temps dans l'ancien cimetière de Latte avant d'être déplacé dans l'actuel cimetière américain d'Épinal dans les Vosges où je vous engage vivement à vous recueillir si vous êtes de passage dans le secteur. Quant à Richard Douglas Macon, rappelez-vous, il était arrêté et en très mauvaise posture par 3 Allemands et souffrait de très graves blessures. Malgré le cou et l'épaule brisée qui lui occasionnaient de nombreuses pertes de connaissance dès qu'il tournait la tête, il réussit néanmoins à s'en remettre miraculeusement au prix de terribles souffrances. À la suite du débarquement et de l'avancée des troupes alliées, ce secteur devenant une zone de front, les Allemands déplacèrent leurs blessés ainsi que leurs captifs vers des camps de prisonniers pilotes au Stalag Luft 3 à Sagan, en Silésie. C'est dans l'hôpital de ce camp que le personnel français qui le gérait arrivèrent à soigner les blessures de Macon. Avec l'avancée des troupes soviétiques, les prisonniers de ce camp furent déplacés dans un autre Stalag du côté de Nuremberg avant d'y être enfin libérés en janvier 1945. Il rencontrera, lors de sa détention, d'autres pilotes Tuskegee avec qui il partagera de sacrées aventures mouvementées que nous aborderons ensemble dans un prochain épisode. Richard Macon, une fois rentré au pays à la fin de ce conflit, reçu pour acte de bravoure lors de ses actions durant cette guerre, la Purple Heart et terminera ainsi sa carrière militaire en fait le jour de son crash lors de sa 16e mission de combat. Une fois rendu à la vie civile, il ouvrira une école de pilotage à Birmingham, en Alabama. Également titulaire d'une maîtrise en mathématiques de l'Université de l'Indiana, il s'essaiera à l'enseignement en devenant professeur agrégé au Miles College et terminera sa carrière en 1987 dans l'enseignement public comme instituteur des écoles à Détroit, dans le Michigan. Richard Macon et Alexander Jefferson fondèrent la Tuskegee Airmen Inc. de Détroit, dont ils étaient tous deux originaires en y devenant à tour de rôle présidents successifs. Richard Douglas Macon s'éteindra le 9 octobre 2007. Il repose actuellement au cimetière national d'Arlington, en Virginie. Nous terminerons enfin avec Shelby Westbrook, qui effectuera 60 missions de combat durant ce conflit. Il reçut la Distinguished Flying Cross, suivie de la Air Medal, une citation également présidentielle, mais surtout la médaille d'or du Congrès des États-Unis. Il reçut également, en France, la Légion d'honneur des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Il fit carrière comme ingénieur électricien. Il est l'éditeur du livre Tuskegee Airmen et fut le principal conseiller pour le film Red Tails. Il décédera le 17 août 2016 à Chicago à l'âge de 94 ans. Il repose actuellement au cimetière national Abraham Lincoln dans l'Illinois. On continue prochainement avec la suite de ces épisodes des Tuskegees en Provence. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Et je vous dis à bientôt pour découvrir la suite avec l'attaque
des radars de Carqueiranne. Now the sons of the 99, come and try and do. We are the heroes of the night. To help